ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'on vit une époque absolument fabuleuse, mais évidemment une période de tous les dangers et en même temps de tous les espoirs. Tous les dangers parce que j'ai l'impression qu'on vit une époque de transition au moins aussi importante, je dirais même plus importante que celle qu'il y a eu à la fin du Moyen-Âge, vous savez, à cette époque où toute la société vivait sur la vision d'un monde terre plate, et ça avait évidemment une influence considérable sur la façon de vivre. Et cette transition de passage de la terre plate à la terre ronde a été un chamboulement absolument faramineux qui n'a pas été absorbé en quelques jours. Il a fallu plusieurs siècles pour que ça puisse vraiment s'incarner et s'ouvrir peu à peu sur la société moderne qu'on vit aujourd'hui. Or, notre société moderne, aujourd'hui, eh bien, est l'équivalence de la conscience de terre plate. La société moderne est morte. C'est peut-être un peu brutal de dire les choses comme ça, mais elle fait déjà, pour moi, partie du passé. Et c'est là cette période de tous les dangers, parce que pour le moment, nos élites, tout au moins, nous parlent des crises comme si elles étaient derrière nous. On parle de la reprise. Tous les gens ont les yeux focalisés sur les indicateurs de la croissance. Or, on sait depuis les années 1970, au travers du rapport Meadows, entre autres, que la croissance est un mode de développement en impasse, que ça ne débouche sur rien, si ce n'est sur une catastrophe. Ça fait 40 ans qu'on le sait, ça fait 40 ans qu'on s'y accroche. On a aujourd'hui, on vit les conséquences de ce mode de pensée, et c'est là que si l'on n'est pas capable de dépasser ce paradigme, alors là, on peut s'attendre à des jours très, très difficiles et un véritable chaos. Mais c'est aussi la période de tous les espoirs. Même si c'est beaucoup moins médiatisé, eh bien, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour constater qu'il y a un immense mouvement populaire, une immense transformation de la conscience. Alors ça, évidemment, ça ne fait pas partie en général du spectacle qu'on nous présente dans les médias, mais c'est quelque chose qui est en train d'émerger de façon de plus en plus puissante. Il y a de plus en plus de personnes qui ne trouvent plus leur place dans cette société, d'ailleurs très concrètement, en étant soit exclus, n'en ayant plus d'emploi ou autre, mais tout simplement aussi celles qui sont encore intégrées dans la société, mais qui n'y trouvent plus aucun plaisir, qui n'y trouvent plus de sens, et qui s'interrogent et qui cherchent des pistes alternatives. J'ai pris conscience de ça personnellement il y a une trentaine d'années. J'étais alors chef d'entreprise, je croyais complètement dans les valeurs du capitalisme, de la modernité, et je croyais vraiment que notre monde allait se développer à force de l'amélioration des techniques, des technologies, des connaissances. Et donc j'étais complètement investi et heureux de vivre dans cet environnement, et heureux en plus d'occuper un poste de responsabilité, puisque j'avais une entreprise assez importante, à succès en plus, tout marchait très bien. Et puis, tant que je regardais, en fin de compte, le monde au travers des intérêts de mon entreprise, donc je regardais le monde au travers de mon microcosme, tant que mon entreprise marchait bien, que mes clients étaient contents et que ma famille pouvait être heureuse, tout allait bien. Pourquoi, comment? Là, il faudrait rentrer dans des détails que je n'ai pas d'ailleurs forcément. À un moment, je me suis mis à regarder ma vie et mon entreprise au travers des yeux du monde. C'est-à-dire que je suis sorti de mon entreprise, puis j'ai regardé ce que je faisais, à quoi je contribuais, donc à partir du regard que pouvait poser le monde sur mon activité. Et là, tous les indicateurs qui étaient au vert précédemment sont passés au rouge, car je me suis rendu compte, alors peut-être de façon beaucoup plus intuitive. Aujourd'hui, je peux mettre des mots dessus, mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Dans tous les cas, intuitivement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que mon activité, mon travail, ma vie n'avait pas de conséquences positives sur le monde. Au contraire, elle avait plutôt un impact négatif. Alors j'ai commencé à me sentir de plus en plus en rupture, une rupture intérieure qui s'installait, qui s'agrandissait et qui faisait que ma vie devenait de plus en plus difficile, parce que j'avais tout simplement l'impression de contribuer à quelque chose de nuisible pour tout le monde. Alors ça m'a conduit en 1992 à décider de démissionner de toutes mes fonctions, parce que vraiment là je n'en pouvais plus. J'ai démissionné et je voulais comprendre pourquoi on arrivait à cette fin du XXe siècle,
avec une somme de connaissances et de moyens absolument extraordinaires, et pourquoi l'humanité peinait et ne parvenait pas à créer des conditions de vie épanouissantes et équitables pour tous. J'ai donc démissionné, puis, sans le savoir bien sûr, heureusement que je ne savais pas trop où ça allait m'emmener, je suis rentré dans un long désert, parce que ça a duré un bon paquet d'années, un désert à l'intérieur duquel j'ai perdu peu à peu tous mes repères traditionnels. Et ça m'a emmené à être en contact alors avec toutes sortes de choses que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et en particulier la peur de manquer, parce que quand on perd ses repères, et comme je n'avais plus du tout ni de notoriété, ni d'utilité sociale, j'étais en train de... Je portais quelque chose, c'est sûr que je sentais une richesse en moi que j'avais envie de partager, mais que je ne pouvais pas partager parce qu'il y avait une espèce de mur, une incompréhension et une difficulté à communiquer. Et donc ma vie n'avait plus de sens, n'avait plus d'utilité. Et c'est au travers de ça que j'ai pu commencer à comprendre les choses. Jusqu'alors, j'essayais de comprendre pourquoi, ou plutôt comment on pouvait résoudre les problèmes de chômage, de retraite, de santé, d'éducation, bon, bref, toutes les questions sociales que l'on a régulièrement et sur lesquelles on travaille au quotidien. Et là, la vie m'a amené non plus à regarder les choses sous cette forme-là, mais à découvrir peu à peu que ce qui se passait dans le monde extérieur, c'était ce qui était en train de se passer dans mon monde intérieur, dans ma vie, parce que j'ai pu voir que c'était mes peurs, c'était ma façon de voir la vie, et donc ma façon de me relier ou de me couper de la vie, qui faisait que ça avait une influence positive sur mon environnement ou négative sur mon environnement et sur ma propre santé, sur mon propre équilibre. Et donc j'ai pu voir qu'il y avait une analogie complète entre les dysfonctionnements du monde à l'extérieur et mes propres peurs, mes propres blessures, tout ce qui se passait dans mon monde intérieur qui faisait que mon attitude était à ce moment-là génératrice de bien-être ou génératrice de mal-être. Et c'est ce que j'ai appelé après, et c'est ce que je vais vous proposer maintenant de regarder d'une façon un peu plus précise, ce que j'ai appelé le passage de la conscience de rareté à la conscience d'abondance. J'ai pris conscience à ce moment-là que tous les problèmes extérieurs n'étaient qu'une affaire de conscience humaine. Le manque que je ressentais en moi, et donc avec toutes les peurs qui pouvaient les accompagner, m'ont ramené à, souvent dans mon enfance, quand j'entendais mon grand-père me parler de toutes les difficultés de sa vie au début de son existence, et me retournant sur l'histoire, j'ai pu mettre évidemment en perspective toutes les générations qui me précédaient, qu'évidemment je n'ai pas connues, mais j'ai pu imaginer tout simplement, parce que quand on feuillette un livre d'histoire, quand on se penche un peu sur le passé, on voit combien la condition humaine a été difficile, parce que pendant des siècles et des siècles, la vie de chacun était suspendue à un fil. Est-ce que la prochaine récolte allait être suffisamment abondante? Est-ce que les pluies ou le froid n'allaient pas tout anéantir? Est-ce que telle épidémie n'allait pas nous ravager? Est-ce que telle guerre n'allait pas exterminer ma famille, etc. Donc la vie de l'être humain a toujours été suspendue à un fil, et j'ai pu me dire qu'après tout, eh bien oui, l'humanité avait survécu uniquement grâce à cette peur, puisque c'est la peur qui nous alerte des dangers, et c'est la peur qui nous a permis de nous adapter à cet environnement très, très précaire, où la question chaque matin était de savoir comment je vais pouvoir survivre et pour pouvoir faire survivre ma famille aujourd'hui. Ça a été, je suppose, le leitmotiv, l'obsession de l'humanité au travers des siècles, et c'est tout naturellement que l'humanité a développé ce que j'appelle le mode de pensée ou la conscience de rareté, car il fallait développer une pensée capable de résoudre ces problèmes de survie au quotidien. La conscience de rareté ou de survie, comme on veut, ça se caractérise en fait par quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'il y a un présupposé plus ou moins conscient derrière, dans le fond de notre pensée qui nous dit « il n'y a pas assez pour tout le monde ». Et à partir du moment où il y a cette croyance profondément ancrée en nous, bien ça nous pousse tout à fait naturellement à amasser, du moins essayer d'amasser, faire des réserves pour se mettre à l'abri
au cas où, donc on est là dans la vie, et puis on essaie de prendre, on a une éthique de prédateur, parce qu'il faut essayer de prendre tout ce qui est nécessaire au quotidien et peut-être faire des réserves. Et puis comme il n'y a pas assez pour tout le monde, eh bien il faut lutter, parce qu'il faut pouvoir être plus fort que les autres, ou du moins faire partie des plus forts pour avoir la possibilité de prendre sa part et de la défendre. Et vous remarquerez une chose tout à fait évidente, à mon sens, c'est que le capitalisme, les fondements même du capitalisme, répondent exactement à cette exigence. Le capitalisme, c'est promesse de bonheur et découlant de la sécurité et du confort que ça génère à force d'accumulation de capital. Et sur fond de compétition, car c'est au travers de la compétition que les meilleurs vont pouvoir être émerger, être repérés. Et donc le capitalisme répond complètement à cette logique de la rareté. Donc il était normal qu'à l'époque, le capitalisme puisse traduire complètement ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire cette obligation d'amasser et de lutter. Seulement voilà, depuis, situons ça à peu près à la moitié du XXe siècle, l'humanité s'est affranchie des contraintes de la survie, tout simplement parce qu'elle a développé, grâce à toutes les connaissances qu'elle a pu acquérir, grâce aussi à toutes les technologies qu'elle avait développées, eh bien, elle a pu s'affranchir des nécessités de la survie, de l'obligation de production quantitative, parce que là, d'un seul coup, l'outil de production qu'elle avait entre ses mains permettait au moins potentiellement de faire face à tous les besoins de l'humanité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est encore bien pire, je dirais, puisqu'on a un outil productif potentiellement également en totale surcapacité par rapport aux besoins. Donc là, le problème aujourd'hui, ce n'est plus de produire en quantité comme autrefois pour assurer la survie, mais de savoir quoi produire, avec quoi, pour qui, dans quelle finalité. On est dans une problématique complètement différente de celle des générations qui nous ont précédés. Seulement, voilà, on ne s'en est pas encore aperçu, ne serait-ce que parce qu'il y a des millions, des centaines de millions de personnes qui n'ont absolument rien, qui n'ont même pas l'eau potable, donc il y a encore une misère absolument considérable sur cette planète, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est encore dans le manque, dans la rareté. Mais c'est un manque et une rareté qui aujourd'hui est artificiellement créée par le mode de pensée inadapté à notre actualité. Car aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour créer des conditions de vie épanouissantes pour tous. C'est donc parce qu'on est en décalage, notre mode de pensée aujourd'hui est en porte-à-faux, est en décalage avec la réalité humaine et la réalité vivante de notre temps. Si on est un tant soit peu observateur, j'ai l'impression qu'on a sous les yeux des indicateurs très précis, et tous ces indicateurs sont justement les indicateurs écologique, toute cette désorganisation de notre environnement naturel, toute la pollution que l'on voit se développer autour de nous, l'empoisonnement même. Donc on voit, enfin moi je le vois, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, qu'on se coupe de plus en plus de la vie. Et on est un peu comme une personne en train de se noyer. Une personne en train de se noyer, elle commence à faire toutes sortes de gestes désordonnés en pensant que ces gestes vont lui permettre de s'en sortir. Eh bien, si on regarde notre société aujourd'hui, on s'agite en tous sens. Il est évident qu'on a des crises et des crises de plus en plus importantes et de tous ordres. Et là, on s'agite dans tous les sens, en laissant croire évidemment qu'on contrôle les choses. Mais en fin de compte, nous faisons des gestes, nous appliquons des méthodes qui ne sont que les méthodes du passé, qui s'ancrent dans cette logique de rareté, alors que justement, aujourd'hui, ce n'est plus la quantité qu'il faut rechercher, c'est la qualité. Il faut passer donc du quantitatif au qualitatif. Et la conscience d'abondance, ou la conscience de vie, donc parce que pour moi le passage c'est le passer de la survie à la vie, eh bien se caractérise par l'opposé même de ce qui nous permettait de survivre autrefois, c'est-à-dire au lieu d'amasser, il faut qu'on gère, que ce soit la gestion de notre patrimoine terrestre qui l'emporte, c'est ça qui doit conduire, et non pas tout simplement la frénésie de chercher à avoir du toujours plus, et à coopérer, et non plus à être dans la compétition, car si on imaginons tout simplement que toute
toutes les ressources humaines, toutes les connaissances humaines, que tous les êtres humains travaillent aujourd'hui en synergie, en coopération, au lieu de garder précautionneusement tous leurs petits secrets pour servir les intérêts de leur microcosme, eh bien, je pense qu'on aurait à ce moment-là une évolution et des possibilités de transformation de cette planète absolument extraordinaires. Alors, vous voyez le tableau, vous voyez où on en est, vous voyez le nœud, vous voyez le défi qui se présente à nous, parce que nous vivons actuellement et nous sommes habitués à un modèle qui nous semble être le modèle incontournable. Hein. C'était Margaret Thatcher qui disait « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Alors que la vie nous appelle véritablement à une transformation radicale, à épouser un modèle radicalement opposé à celui que nous avons actuellement. La marche est considérable et ce qui nous empêche de commencer à la franchir, il est évident que les choses ne se feront pas du jour au lendemain, les transformations mettent du temps, mais il y a un frein majeur aujourd'hui à cette transformation, c'est la logique financière de l'économie. Car tout est tiré exclusivement par la recherche du profit financier. Or, l'argent en soi, ce n'est pas l'argent que l'on boit, que l'on mange, ce n'est pas l'argent qui est la véritable richesse, et pourtant toute la société est organisée pour rechercher exclusivement la monnaie. Donc c'est donc le système financier en lui-même qui contraint l'entreprise à focaliser son attention plus sur son tiroir-caisse que sur ce qu'elle fait et effectivement. Ce n'est pas la production de l'entreprise, les services ou les biens qu'elle produit qui comptent dans la société actuellement, c'est ce qu'elle gagne. Elle est jugée sur ce qu'elle gagne exclusivement. Si elle fait du profit, elle a le droit de continuer. Si elle fait des pertes, elle doit être soit rachetée, soit fermée. Et donc on est enfermé dans cette logique au nom de laquelle tout devient permis. Parce que, bah oui, il faut bien que je gagne de l'argent. Alors, bah oui, il faut que je coupe ces arbres, ou il faut que je fabrique ces armes, ou il faut que je fasse ceci ou cela, peu importe quoi. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent et on s'aperçoit au spectacle du monde aujourd'hui combien la corruption est présente, combien on nous présente au travers du marketing toutes sortes de produits ou de services soi-disant extraordinaires, mais qui en fin de compte n'améliorent absolument pas la qualité de la vie, peut-être pour quelques-uns, mais certainement pas pour l'ensemble. Et donc on est prisonnier de cette contradiction actuellement et c'est de cela qu'il faut réussir à s'affranchir. La grande question est donc de passer d'une société qui fonctionne sur la recherche du profit financier à une société qui va fonctionner sur la recherche du bénéfice sociétal. Qu'est-ce que j'appelle le bénéfice sociétal? Eh bien, c'est tout simplement des critères d'amélioration de qualité de la vie. Alors là, j'ai une bonne nouvelle. Le défi reste à relever, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans la société actuelle, la richesse est créée exclusivement au travers de la production marchande. Pour qu'il y ait de la monnaie qui circule, il faut qu'il y ait un marché solvable qui achète les biens et les services. Or, on s'aperçoit que dans notre système, la production marchande nécessite de moins en moins de main-d'œuvre. Donc il y a toute une partie de la population, une partie grandissante, qui est exclue, marginalisée, et avec donc un pouvoir d'achat global qui s'amenuise. C'est donc une espèce de goulot d'étranglement qui conduit nécessairement l'économie à sa perte. Avec l'ouverture sur une économie donc sociétale, c'est-à-dire une économie qui va non plus prendre en compte exclusivement les produits marchands, mais toutes sortes d'activités dont le but est l'amélioration de la qualité de la vie, indifféremment de ce que ça peut coûter et indifféremment de ce que ça peut rapporter, donc là on n'est plus du tout dans la recherche de profit financier, alors on ouvre de nouveau tout l'espace de la vie à des activités épanouissantes, des activités pour tous, et donc une possibilité de rémunération par chacun. Mais là, évidemment, se pose la question de dire, mais attendez, comment vous allez pouvoir rémunérer ces activités si il n'y a personne pour les acheter? Eh bien, c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer en quelques coups de crayon sur un paperboard. Alors voilà, de façon très schématique, bien sûr, la société actuelle, une société pyramidale, avec en haut le monde de la finance, on l'appelle la banque, l'entreprise et la société
les ménages. Voilà. L'entreprise a besoin de capitaux pour fonctionner, elle emprunte ces capitaux à la banque et au monde de la finance. L'entreprise verse des salaires à ses employés, aux ménages, qui achètent les produits et les services aux entreprises, qui peuvent ainsi rembourser leurs emprunts. On est donc dans un monde pyramidal, mais extrêmement dépendant de la finance. Or, la finance, on s'en aperçoit aujourd'hui, entre autres à la lumière de la crise, est un monde vraiment qui vit sur lui-même et qui est très coupé du reste du monde, alors que normalement, il est censé irriguer ce monde et faciliter les échanges à l'intérieur de ce monde. Tout est fait dans sa dynamique pour que la monnaie revienne de là où elle a été émise, c'est-à-dire par ce monde de la finance, avec en plus, bien évidemment, les intérêts. Et toute la société, y compris l'entreprise, est inféodée à cette dynamique, donc une dynamique pyramidale, dépendante du monde de la finance et très exclusive. Alors que la société vers laquelle nous nous dirigeons, et celle qu'il faut véritablement construire, quand on dit nous dirigeons, j'espère qu'on va se diriger vers elle, c'est un véritable choix qu'on a à faire. C'est une société inclusive. Alors on va faire la société comme ça. Je dessine juste en pointillé ici, mais c'est important, c'est l'environnement naturel. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on vit sur une terre et que c'est de cette terre, cette planète Terre, que toute la vie, de cette terre que toute la vie provient. Donc voici donc la société dans son ensemble. Cette société démocratique, et ça c'est un grand défi également, car aujourd'hui on a le mot de démocratie à la bouche, mais en définitive, quand on regarde au quotidien, notre société est très peu démocratique, et peut-être encore plus, malheureusement, l'Europe pour le moment. Donc la société doit être un véritable espace à l'intérieur de laquelle les peuples doivent pouvoir se déterminer et choisir leur destin. Donc ils vont concevoir, à l'intérieur de ce débat démocratique, des projets. La société aujourd'hui doit véritablement réfléchir sur qu'est-ce que l'on veut produire, pour qui, pour quelle finalité, est-ce que c'est compatible avec ce que notre environnement naturel peut soutenir. Donc le débat démocratique conçoit des projets. Cette société a un organe financier public. Donc là, il est complètement inclus dans la société. La société se réapproprie la puissance financière et monétaire. Une fois que les projets sont conçus, ils sont confiés à des entreprises publiques ou privées, ça peu importe, c'est le monde de l'entreprise dans tous les cas, financés par émission monétaire publique, donc où on peut s'affranchir complètement de la dépendance au marché financier, on peut s'affranchir complètement de l'intérêt, puisque la monnaie que l'on va émettre va être exactement à l'image de ce que les projets décidés démocratiquement vont coûter. Donc c'est l'organe monétaire public qui émet la monnaie vers les banques, auprès desquelles vont pouvoir se financer les entreprises aux conditions qui auront été débattues démocratiquement. On peut donc imaginer que dans un modèle de ce genre, c'est la société qui se détermine, elle peut émettre de la monnaie, par exemple, gratuitement pour tout ce qu'elle veut véritablement voir émerger, et au contraire, pénaliser les productions dont elle a envie de se passer avec des taux d'intérêt ou toutes sortes de pénalités financières qui freineraient évidemment le développement de ce qui n'est pas souhaitable. Mais donc on s'aperçoit que là on a une société inclusive, une société en réseau où tout est inclus et où tout émerge à partir du débat démocratique et non plus de qu'est-ce que mon portefeuille, qu'est-ce que mon tiroir-caisse me permet de faire ou qu'est-ce que le monde de la finance m'autorise à financer. Alors voilà
l'horizon de la société à venir que je porte. Je ne vous demande pas forcément de le partager, parce qu'en fin de compte, qui détient la vérité, qui peut imaginer véritablement ce qui se passera dans l'avenir. Mais une chose me semble certaine, et ça je pense que l'on peut s'accorder, et s'il est important que l'humanité s'accorde sur cette vision au départ, c'est que le mode de vie fondé sur le quantitatif doit complètement céder la place à un mode de vie tiré par le qualitatif. C'est ça le grand passage qu'on a à faire aujourd'hui. Or, pour l'entreprise ficelée justement dans la logique financière et ses obligations de résultats financiers aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer du quantitatif au qualitatif, du financier, richesse symbolique, à la réalité de la richesse qui est l'eau, la relation humaine, l'air, la terre, etc. Difficile, parce que justement, les règles du jeu ne le permettent que très difficilement. Alors, il faut commencer à poser les premiers pas dans ce voyage vers l'inconnu, mais qui me semble possible au travers de deux choses essentielles. La première, c'est que l'entreprise se refocalise sur le sens, qu'elle quitte de plus en plus son obsession du tiroir-caisse pour aller retrouver et travailler, et ça il y a à travailler au départ pour reconcevoir les choses, mais à travailler ensuite au quotidien pour le faire vivre, c'est travailler sur le sens, sur la réalité de l'entreprise. Quelle est l'utilité sociale, quelle est la raison d'être? Tout dans le vivant, tout ce qui est vivant, et au niveau des êtres humains, il en est de même, si un être humain n'a pas de raison de vivre, il meurt, il se suicide. La société aujourd'hui en est à ce stade, on est au bord du suicide, on va vers le suicide parce que notre société n'a plus de sens. Et l'entreprise n'a plus de sens si ce n'est l'objectif de profit financier. Donc il est plus qu'important, il est essentiel que l'entreprise retravaille complètement sur son sens, sur son utilité. Pourquoi? Quel est le pourquoi? À quoi elle contribue, l'entreprise? Et c'est ça qui va être vivant. Et c'est quand on sait que la pensée est créatrice, eh bien si l'entreprise développe une vision claire de son utilité sociale et de sa contribution à la vie, alors elle sera pérenne et elle sera véritablement utile. Donc ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas va peut-être vous étonner un peu plus, mais je ne peux que vous inviter vivement à soit rentrer, soit créer dans un réseau de monnaies complémentaires, animé par une monnaie complémentaire. Il y a aujourd'hui, c'est un mouvement mondial d'expériences autour de monnaies complémentaires. Ce sont donc des individus, des entreprises, des réseaux de personnes qui se réunissent et qui vont échanger leurs biens et leurs richesses produites avec une monnaie complémentaire. Ce n'est pas apprendre à jouer à la marchande avec autre chose que la monnaie nationale, c'est le moyen pour l'entreprise, d'une part, de desserrer le nœud de la finance actuelle qui souvent l'emprisonne, c'est donc se donner une latitude financière différente, mais c'est également entrer dans un réseau à l'intérieur duquel va pouvoir se situer toute une réflexion, un travail en coopération avec des personnes de l'entreprise, avec des personnes hors de l'entreprise, avec d'autres entreprises. Et donc c'est un pas également, donc d'une part vers une plus grande souplesse financière, réinventer l'argent, se réapproprier la monnaie pour lui donner à elle-même du sens et qu'elle ne soit pas uniquement la recherche de monnaie sur la monnaie, donc une monnaie qui serve véritablement les échanges et en plus qui puisse nous permettre de développer le lien et la coopération les uns avec les autres. C'est une école, c'est un passage qui me semble tout à fait obligé si on veut véritablement passer d'un modèle à l'autre en souplesse, dans la bonne humeur, dans le plaisir. Et je peux vous garantir que ce n'est pas forcément le résultat à terme qui compte, mais c'est ce passage par cette école d'apprentissage de la vie qui risque d'être absolument passionnante, à l'intérieur duquel vont se retisser tous les liens humains et tous les liens avec notre environnement naturel.